Seul. Radioscopie. L'année de la femme a véritablement commencé ce matin si l'on se donne la joie d'écouter France Inter. Les grandes premières de toutes les catégories se sont donné rendez-vous au fil de nos ondes. J'ai écouté, j'écoute, et je me pose cette question. Avant ce vendredi, les femmes avaient-elles la parole? Et je suis rassuré, elles l'ont. Et je vois depuis ce matin 5 heures, un mur qui monte, qui va bientôt cacher les visages, qui va peut-être interdire les rencontres, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Alors on peut se demander d'où viendra le vent. Faut-il diviser pour mieux réunir? Qui va régner? J'ai l'impression que l'on cherche dans cette direction, mais je peux également me tromper. 3 invités, aujourd'hui, 2 femmes, Jacqueline de Romilly, Nicole de Hautecloque. Jacqueline de Romilly est là à ma droite, près de moi, Nicole de Hautecloque n'est pas encore là. Un homme, Jean Caux. Jean Caux a écrit un jour « Ma misogynie », on verra s'il est véritablement misogyne. Nous sommes peut-être avec cette misogynie dans la véritable construction historique et géographique, mais il serait peut-être également bon de présenter Jean Caux. Jean Caux, journaliste, écrivain, un style de vie coup de poing. Jean Caux, je le sais, aime le combat, même parfois il aime la bagarre. Prix Goncourt pour La pitié de Dieu, homme de théâtre. Son dernier livre, Les enfants, paraît chez Gallimard. Et il y a un livre qui a beaucoup fait parler à un certain moment, surtout venant de lui, cela étonnait, Ma misogynie. Alors, qu'est-ce que la misogynie? C'est à moi ou à Madame Normand? Non, d'abord, parce qu'ensuite Jacqueline de Romilly vous écoute et vous entendra. Ma misogynie est un titre provocateur et j'ai appelé le livre comme cela par antiphrase. Car en fait, je ne suis pas misogyne, ou bien alors on est misogyne lorsqu'on dit que 2 et 2 égale 4, que les carpes ne sont pas des lapins, que les chèvres ne sont pas des choux, et que les hommes ne sont pas des femmes. À partir de là, évidemment, oui, je suis misogyne si certaines évidences qui sont à la fois naturelles, vécues, historiques, sentimentales, et tout ce que vous voudrez, ne sont pas. Mais ce qui me frappe, ce qui me navre aujourd'hui, voyez-vous, c'est que nous sommes en train de vivre le temps et l'ère des grandes séparations. On sépare les enfants des parents, on dresse les enfants contre les parents et les parents contre les enfants. On dresse les ouailles et les curés face les chefs et les patrons, les enseignants et les enseignés, les officiers et les soldats, et les époux contre les épouses. Et maintenant, il restait évidemment une dernière union, peut-être un dernier accord, qui étaient les hommes et les femmes. Et maintenant, avec ce terrible couteau de marailleur, vous savez, on essaie d'ouvrir cette dernière huître pour en jeter des 2 côtés les pauvres coquilles. Alors, à l'intérieur, à mon avis, il n'y a aucune perle, voyez-vous. Et on essaie aussi de nous dresser d'une manière, de faire de nous, les hommes, des coupables. Nous avons vécu l'ère du soupçon tout récemment, il y a quelques années, et maintenant nous vivons l'ère des culpabilités. Voilà que les adultes sont coupables devant les enfants, voilà que les enseignants sont coupables devant les professeurs, les officiers devant les soldats, etc., etc. Eh bien moi je n'admets pas ça, je ne me sens pas coupable, d'une part, vis-à-vis de personne, et je ne me sens pas non plus séparé, et non plus séparé des femmes. Parce que je pense que, à partir d'une certaine égalité, bien entendu, qui est une égalité nécessaire, et que je serai le dernier à nier, par exemple, à travail égal, salaire égal, l'égalité devant la loi, etc. On est en train de s'envoler vers des comment dirais-je, les sommets? Non, vers les égalités absolues du défi et vers les égalités abstraites de l'utopie.
et on congédie les mots les plus simples, et par exemple le mot amour, l'amour d'un père pour son enfant, l'amour d'un homme pour une femme, l'amour d'une femme pour un homme, l'amour de Tristan pour Iseux, etc., etc. Et on veut vraiment faire des hommes un parti et des femmes un parti. Et il y aura d'un côté le parti masculin et de l'autre côté le parti féminin, et voilà que la politique est en train de tout pervertir, de tout gangréner, de tout pourrir, et qu'on veut nous affronter au lieu de nous unir. Et je trouve ça tout à fait déplorable, car il ne s'agit pas pour les hommes de prendre ou de garder un pouvoir. Il ne s'agit pas pour les femmes non plus, je crois, de prendre ou de garder un pouvoir, parce qu'elles en ont eu aussi un au cours des siècles, nous le savons bien. Et tous les hommes qui sont mariés, qui fréquentent les femmes, savent très bien qu'il y a un pouvoir, et un pouvoir très subtil et très présent des femmes. Et je crois que poser le problème comme ça est une chose tout à fait affreuse et, hélas, qui ressemble assez aux mœurs qui sont les nôtres aujourd'hui. L'entretien, je le crois, est lancé. Nicole de Hautecloque nous a rejoints et je voudrais maintenant présenter nos deux invités. Jacqueline de Romilly, professeure, fille, petite-fille, arrière-petite-fille de professeur. L'enseignement est pour vous, je crois, madame, plus qu'une vocation, c'est une joie et c'est une passion. Vous êtes une helléniste de réputation incontestée. Première femme élue au Collège de France, et c'est un événement, a-t-on dit. Alors l'avez-vous ressenti de cette manière? Était-ce un événement et vous avez écouté Jean Caux? J'ai écouté Jean Caux et j'ai eu la surprise pour moi de découvrir qu'au sens où il l'entendait, j'étais certainement misogyne, ce qui est quelque chose de nouveau pour moi. Merci, madame. Il me paraît évident, j'ai eu la chance de faire des études qui ont toujours été faites avec des garçons, des étudiants, des hommes, des collègues, enfin parmi des hommes, sans que des distinctions soient apportées qui auraient gêné le développement de mon propre travail. Mais le résultat était justement une amitié accrue et le fait que j'oubliais la différence, que j'étais avec eux. L'idée de grouper les femmes contre les hommes me plongerait dans un désespoir sans nom. Et je serais la première à penser que c'est le contraire de ce que nous voulons. D'ailleurs, j'ai l'impression dans les choses qui ont été dites aujourd'hui que c'est en tout cas le sentiment de la plupart des femmes qui ont été heureuses d'être admises à des professions, mais qui n'entendent pas pour ça le moins du monde en faire un droit spécialement féminin et encore moins se dresser contre les hommes. Pour moi, ma carrière repose entièrement sur la bienveillance de collègues ou de maîtres qui étaient des hommes, et l'idée de présenter une revendication en ce sens me paraîtrait très étrange. Ce que je trouve bien, c'est qu'on ait permis aux femmes de faire certains métiers qu'elles peuvent faire. Elles ne peuvent peut-être pas les faire tous, c'est une autre question, mais qu'elles peuvent faire et qu'elles peuvent faire utilement. Alors quelle est la véritable misogynie? C'est celle de Jacqueline de Romilly ou c'est celle de Jean Caux? Mais ni l'une ni l'autre, je crois, Jacques Chancel. Comme je vous le disais, à partir d'égalités que je qualifie de mécaniques, mon Dieu, qui font partie du ménage du monde, de l'organisation de ce monde, etc., on essaie de nous jeter les uns contre les autres au nom de l'utopie, au nom de l'abstraction et au nom de certains concepts aujourd'hui qui sont totalement dévergondés et qui filent tout hirsute au vent de la mode. Et ça parce qu'un carteron de femmes tout à fait excitées, tout à fait déplorables, d'ailleurs, c'est si peu français. Vous attaquez les féministes, là? Oui, évidemment. C'est si peu français tout cela. Savez-vous d'où ça nous vient en fait? Ça nous vient d'Amérique. C'est l'un des désastres, le féminisme, qui nous vient des États-Unis. Et quand on va aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de tout à fait affreux et que les femmes américaines sont un des fléaux et une des catastrophes de notre temps. J'ai un ami qui avait épousé une américaine, il est médecin, il était à New York. Je viens de le voir arriver à Paris, les yeux hors de la tête. Je lui dis qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit figure-toi que j'avais épousé une américaine, la dernière chose à faire, et que un médecin à New York, c'est vraiment la compétition. Il me dit, j'arrivais épuisé chez moi à la maison et il fallait que je berce le petit, que je fasse la cuisine, que je la sorte. Il dit, j'avais épousé un monstre. Un jour, je lui ai dit, le lendemain à mon bureau, j'ai vu arriver 4 représentants du MLF, du Women's Lib, je crois. Vous savez, comme le militant de cellule dans un parti totalitaire qui fait une faute et le lendemain, ses camarades viennent l'engueuler à domicile. Et il est revenu en France, il dit, au moins ici, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a quelque chose qui est un lien qui s'appelle l'amour, et non pas une hostilité permanente et dressée l'une contre l'autre. Mais Jean Caux, cette journée que nous sommes en train de vivre... Je trouve ça grotesque. Il fallait la faire ou pas? Pas du tout. Je trouve ça
Je trouve ça humiliant pour les femmes, parce que pourquoi pas une année du cheval, une année du batracien, une année Il y aurait eu une année de l'homme, vous auriez été heureux. Non, j'aurais trouvé ça burlesque et je me serais vraiment dressé contre, comme je me dresse contre une année de la femme. Parce que pourquoi instaurer une année de la femme? Pourquoi pas demain une année de, je ne sais pas, avoir vraiment une année de grenouille ou une année de n'importe quoi? C'est absurde, c'est vraiment reconnaître qu'il y a une séparation et c'est vraiment l'entretenir. De même, le secrétariat d'État à la condition féminine me semble une très mauvaise initiative et je crois que justement le rôle d'un grand homme d'État, c'est d'unir et non pas de séparer. Parce que pourquoi pas un secrétaire d'État à la condition auvergnate, bretonne, aux sourds-muets, aux homosexuels et à n'importe qui? Alors, notre autre invité, Nicole de Hautecloque, conseiller de Paris depuis 1947, députée, premier rapporteur du budget de la police parisienne, déjà premier rapporteur du budget, c'était en 65, fille d'officier, femme d'officier, a été capitaine, a failli devenir secrétaire de Guy Descartes pendant la guerre, je le dis parce que Jean-Co est en face de moi, sportive, et première présidente du Conseil de Paris. Je demandais tout à l'heure à Jacqueline de Romilly comment elle avait ressenti cet événement lorsqu'elle a appris qu'elle était nommée au Collège de France. Comment avez-vous ressenti votre événement? Vous étiez premier président du Conseil de Paris. J'avoue que j'ai trouvé ça tout naturel. C'est la victoire d'une femme, là, tout de suite. Non, j'ai trouvé ça naturel parce que je suis arrivée au Conseil de Paris, non pas spécialement en tant que femme, j'y suis arrivée comme citoyen. On m'a jamais demandé mon avis ou si j'étais un homme ou une femme pour faire la guerre, par exemple. Je l'ai faite parce que j'avais envie d'entrer dans la résistance. Quand j'ai eu envie d'appartenir au RPF, puisque c'était le hasard qui a mené ensuite ma destinée politique, c'est simplement parce qu'un jour le général de Gaulle m'avait dit « Tiens, vous êtes inscrite au RPF, qu'est-ce que vous voulez y faire ?» Vous savez, c'était un peu sa manière. Au lieu de donner des ordres, il posait des questions. Je n'étais pas encore préparée, j'avais plutôt reçu des ordres jusqu'à ce moment-là. Il m'a dit « Essayez donc, d'ailleurs sans doute ne serez-vous pas élu, on verra bien. » Bon. Enfin bref, je fus élu et la chance a voulu que cette élection se renouvela constamment pendant de longues années. Je crois que ceux de mes amis qui m'ont élu au poste de président n'ont pas élu une femme, je ne crois pas, je crois qu'ils ont élu leur copain, leur collègue. Mais vous avez écouté Jean-Co, il disait que cette journée aujourd'hui relevait du burlesque. Moi, j'avoue, je n'ai pas été très excitée non plus. Ça n'est pas très gentil de sa part, parce que depuis ce matin, les femmes que nous accueillons, les invités, sont honorées, elles ont toutes été gentilles aussi. Sont couvées. Même pour les méchants. Justement, vous le dites bien, sont reçues, sont couvées, sont dorlotées. C'est les mots qu'il ne fallait pas. Ça n'est pas digne, vous comprenez, Jacques Chancel, cela. Si j'étais femme, moi je me dirais, mais quelle est cette charité qu'on me fait? On fait une journée de la femme, on fait une année de la femme. Mais pourquoi ça n'est pas cela que je demande? Ça n'est pas ce type d'égalité artificielle, fabriquée et air conditionné et désodorisé qu'on est en train de me donner, qui fait de moi celle que je suis, et avec toute la dignité qu'on peut mettre dans le mot justement de femme, vous comprenez. Jacqueline de Romilly. Oui, je voulais dire que j'avais éprouvé un léger malaise aussi avec cette réunion. Cependant, je suis reconnaissante à ceux qui l'ont organisée. Si j'y suis venue, c'est pas du tout pour moi, parce que je considère que j'ai eu de la chance quand on fait un métier qu'on peut faire. Mais il y a tout de même encore des femmes qui sont dans des situations difficiles au point de vue de leur profession, ou d'autre part qui se sentent en état à tort d'infériorité au point de vue de leur vie pratique. Alors on se sent tout de même le devoir de leur montrer qu'en travaillant on peut faire quelque chose. C'est en ce sens que je le fais. Je serais absolument désolée si le résultat était qu'on ait l'impression que les femmes cherchent en tant que telles à se faire une importance, une audience, une différence, et simplement pour les encourager à vivre une vie sans problème, à vivre une vie qu'elles partagent avec des hommes, et pas seulement dans l'amour. Il y a aussi, si j'ose dire, tout le reste de la journée. Jean-Co, depuis un certain temps, vous rivez leur clou aux gauchistes en colère. Or, vous avez été le secrétaire de Jean-Paul Sartre. Alors, y a-t-il transformation, y a-t-il évolution, ou y a-t-il ambiguïté? Et ce sont deux femmes qui vous écoutent. Il y a peut-être un retrouvaille, et puis il y a peut-être éveil à des lucidités et volonté d'aller vers une image de moi qui me satisfait de plus en plus, et volonté de me rassembler et de ne pas
et d'aller vers l'identité de ma vie et de mes comportements et de les faire coïncider avec ce que je pense. Vous avez écrit, Voilà ce qu'il y a sans doute. Vous écrivez, nous vivons entre deux broyeurs, le type socialiste soviétique, le type capitaliste américain. Et vous seriez tenté d'écrire, nous vivons entre l'homme et la femme. En ce moment, oui, on vit des confusions, on vit l'unisexisme, on est en train de tout broyer, on est en train de tout mettre dans ces extraordinaires concasseurs que les sociétés de consommation ont développés. Et à partir de là, on ne voit plus qu'il y a des différences qui sont extrêmement fécondes. Parce que moi, je crois que il n'y a pas d'égalité. On aime ou on admire. Et puis, je ne crois pas, pour ce qui concerne, par exemple, les femmes, que les femmes soient nos égales et que nous soyons, et de mettre une supériorité quelconque, vous comprenez ce terme d'égalité. Je crois que nous sommes différents et que nous sommes autres. Et ça dépend où on fait jouer la compétition. Il est très évident que je ne suis pas l'égal d'un cheval, si la vélocité est mon critère. Et il est certain que je ne suis pas l'égal d'une femme et que j'ai beau tâter mon ventre et attendre le 9e mois, je ne mettrai jamais une vie au monde. Alors il s'agit de savoir quels sont nos terrains respectifs. Et je crois que ceux dans lesquels ceux des femmes et ceux des hommes sont souvent des terrains différents et qu'il n'y a pas de raison d'essayer les uns et les autres de les conquérir et d'y planter nos drapeaux. Mais qui peut croire ici à l'égalité? Qui peut croire ici à l'égalité? Moi, je dois vous dire que je ne savais pas très bien ce qui m'attendait lorsque je me suis rendue à votre invitation au cours de cette expérience qui dure 1 heure, je crois. Ça m'a un peu intimidée d'abord, surtout quand j'ai su quels étaient les 2 journalistes que j'allais rencontrer. Mais ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir de vous entendre, Janco, parce que moi, je trouve que peut-être d'une façon un petit peu sévère, vous avez quand même exprimé ce que ressentent beaucoup de femmes de mon genre. Quand je dis de mon genre, je veux dire des femmes qui tiennent avant toute autre chose à rester des femmes, qui aiment beaucoup les hommes, qui en sentent le besoin dans l'amitié, dans l'amour, dans la famille, mais qui ne recherchent absolument pas, quand elles occupent une fonction comme la mienne, à bénéficier de leur état de femme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Très bien. Je veux dire que je suis un être, comme tout le monde, qu'il se trouve que ça m'a plu et que les événements qui se sont succédés depuis, mon Dieu, très très longtemps, m'ont engagé dans la vie politique qui n'était pas une vocation pour moi. Je ne savais pas trop à cet âge-là ce qu'était la politique. Ça m'a intéressé, que ça répondait probablement à un désir que j'ai toujours ressenti toute ma vie, de rendre service, par exemple. J'aime le contact humain, j'aime faire plaisir, j'aime dépanner, si je puis m'exprimer ainsi. Mais la seule idée de la ségrégation me fait horreur. Et alors, il faut quand même que je dise, puisque je fais partie de cette manifestation qui va durer encore demain... Agréable quand même. Moi, je l'ai trouvée charmante. Très bien. Je l'ai trouvée distinguée. Je trouve que tout a été de très très bon ton et de grande qualité. On le doit peut-être en partie d'ailleurs, non seulement aux journalistes, mais aussi à la gentillesse des femmes qui sont venues répondre et sans la flatter. Peut-être Simone Veil a-t-elle été un très bon élément et d'autres également. Mais moi, si je suis venue, c'est justement, comme vous le disiez, Madame de Romilly, plutôt pour encourager les femmes encore hésitantes. Parce que s'il y a des femmes qui veulent conquérir des postes dans un sentiment de réforme ou même d'esprit contestataire ou révolutionnaire pour ressembler aux hommes ou prendre leur place ou les dépasser, etc., il y a simplement des femmes qui ont envie de vivre. Et je crois que nous sommes un peu sur la même longueur d'onde. Mais Madame de Romilly ne fait pas de politique. Elle ne fait pas de politique, mais nous avons répondu toutes les deux à l'entretien que vous souhaitiez avoir avec nous. J'ai cru comprendre que vous êtes là, comme j'y suis, pour dire aux jeunes femmes ou aux femmes moins jeunes qui nous écoutent, ben écoutez, on n'est pas obligé de faire partie du MLF, on n'est pas obligé d'être contre les hommes, on n'est pas obligé de se séparer de toute la société actuellement construite pour occuper une fonction jusqu'ici réservée aux hommes. Il suffit d'en avoir la vocation, d'en avoir le goût, d'en avoir le courage aussi, parce qu'il faut souvent beaucoup de courage. Janco, vous seriez tenté quand même de refuser la politique aux femmes? Non, je voudrais dire, pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Madame de Hauteclos, que
ce n'est pas simplement la fonction qui est la grande nouveauté de notre temps et qui va créer cette espèce d'égalité utopique que des MLF tout à fait nerveuses essaient d'instaurer. Prenez par exemple de grands siècles de France, comme le XVIIIe siècle. Il a été aussi un siècle féminin. Mais la place des femmes, comme il n'y avait pas d'industrie, si vous voulez, on ne pouvait pas être soudeur à l'époque, on ne pouvait pas être avocate, etc. Eh bien, les femmes jouaient aussi un rôle à des places différentes, mais qui n'étaient pas moins capitales que celles qu'elles sont en train de jouer. Ça n'est pas parce qu'une femme est aujourd'hui avocate et conduit une locomotive, un tracteur, soude ou est commissaire de police, ou demain va faire partie du 15 de France, la pauvrette, elle aura mal au sein quand elle écrasera un essai entre les poteaux. Ça n'est pas pour ça que les femmes... Là, vous allez un peu loin, peut-être. Ça n'est pas pour ça que le MLF y va. Ça n'est pas pour ça qu'il y a progrès, vous comprenez. Moi, je ne crois pas tellement dans les rapports humains à la notion de progrès. Je crois qu'il y a des sociétés qui réalisent telle ou telle communion entre leurs membres. Et puis c'est tout. Notre société en ce moment est en panne de communion et c'est pour ça qu'elle divise au lieu de rassembler. Mais il y a eu de grands siècles, de grandes civilisations dont nous avons les témoignages, que ce soit par l'art, par la littérature, par tout ce que vous voudrez, et qui ont été de grands siècles et de grandes époques de réconciliation. Et ça n'est pas aujourd'hui parce qu'une femme est soudeur qu'il y a progrès. Cette notion est imbécile. Jacqueline de Romilly, je rappelle que vous êtes premier professeur au Collège de France. Oui, mais ma réponse n'a vraiment rien à voir avec ce titre. Il y a quelque chose quand même qui me met mal à l'aise. Le métier n'est pas forcément un progrès que l'accession à un métier. Le métier n'est pas forcément un progrès du point de vue des rapports entre les hommes et les femmes. Pour moi, il en est quand même un. Je dois dire que les amitiés parmi lesquelles j'ai vécu toute ma vie représentent quelque chose de très riche. Je n'ai pas du tout l'impression que ça ait modifié quoi que ce soit autrement que pour enrichir. Mais puisque vous parlez du métier, je voudrais tout de même dire, je me reporte par la pensée, ma mère est restée veuve de guerre en 14, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de métier. Eh bien, ce que ça représente d'avoir lutté toute seule quand les postes n'étaient pas ouverts, quand l'éducation n'était pas la même, elle m'a quand même élevée, à mon sens pas si mal. Et je pense qu'il y a là tout de même un progrès, si vous voulez, dans la mesure où on donne cette possibilité. Je suis d'accord que ça devrait être accompagné de toutes sortes de garde-fous. Il ne faut pas, parce qu'on exerce un métier d'homme, jouer les hommes. Je pense qu'à l'heure actuelle, si vous voulez mon sentiment, quand on exerce un métier d'homme, le seul résultat est qu'on est beaucoup plus zélé et scrupuleux, parce qu'on se sent responsable. On se dit, ah mon Dieu, il ne faut pas qu'on dise que la première femme a fait ceci ou que la première femme a fait cela. J'ai l'impression que j'ai travaillé beaucoup plus que mes camarades garçons toute ma vie. Alors, c'est très sain. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus pousser ça trop loin et qu'il faut donner la possibilité, en particulier, moi je fais du latin et du grec, eh bien l'enseignement classique est un domaine où nous avons maintenant beaucoup d'étudiantes, beaucoup de femmes, qui me paraît un métier merveilleux pour une femme. Et je ne vois pas pourquoi elle deviendrait un garçon manqué parce qu'elle sait lire Homère. Jacqueline de Romilly, à différentes reprises, Jean Co a parlé du MLF. Quelle est votre position? Oh, j'en ai pas. Vous êtes féministe tout de même? Nous discutions à déjeuner entre femmes d'ailleurs pour savoir quel était exactement le sens de cette question. Oui. Je dois dire que je suis tombée des nues quand je suis entrée au Collège de France. Quelqu'un m'a dit ça vous fait plus plaisir pour vous ou pour les femmes. L'idée que ça aurait pu me faire plaisir pour les femmes, je suis peut-être très égoïste, mais ça ne m'avait pas effleuré. Alors, je ne sais pas si c'est être féministe, mais ceci posé, quand il y a des petites injustices manifestes, enfin de mon temps, je ne sais pas si ça a été arrangé, il y avait pas la sécurité sociale pour le mari, enfin il y a toutes sortes de petites choses comme ça, je trouve légitime que ça soit arrangé, puisqu'on travaille. Mais tout ça est dangereux parce que lorsqu'on dit d'une femme qu'elle est féministe, on en fait déjà une catégorie, lorsqu'on dit d'un homme qu'il est féministe, on s'inquiète. Non, le MLF, voyez-vous, est une entreprise de haine. Est une entreprise de haine parce que s'y mêle il y a quelque chose d'impur dans le MLF qui est la politique. J'entendais par exemple l'autre jour une femme MLF bien entendu, qui disait que de même qu'il y a des prolétaires et qu'il y a des non-prolétaires, des opprimés et des oppresseurs, il y avait des femmes qui étaient dans une condition la plus malheureuse du monde et qui étaient les épouses de prolétaires. Elles l'étaient 2 fois, disait-elle, parce qu'elles étaient les prolétaires du prolétaire. Alors, je trouve cela tout à fait fou. Parce que moi, je suis d'une famille de prolétaires, voyez-vous,
Et je n'ai jamais eu l'impression, entre mon père et ma mère, que ma mère était le prolétaire de mon père. Jamais. Au contraire, je crois que c'est dans le prolétariat qu'il y a le plus d'égo entre les hommes et avec les femmes, parce qu'ils ont la même peine dans le travail, ils ont les mêmes soucis, ils partagent le modeste argent qu'ils gagnent à la fin du mois. J'ai vu cela durant c'est la femme qui le garde et qui dépense. Et c'est souvent la femme qui le garde et qui le dépense, sauf aussi lorsque la femme travaille et augmente le pécule, ce qui était le cas de ma mère. Mais elle est le trésorier de la famille. Elle est le trésorier, elle est le foyer, elle est la permanence, et puis... et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité très grave, et c'est même une supériorité, si vous voulez, si l'homme va jouer son fric à la pétanque, ou s'il va le boire au café, eh bien il se fait accueillir sévèrement quand il rentre le soir. Alors dire que la femme prolétaire est 2 fois aliénée me semble une folie. Je crois au contraire, moi, que c'est la femme bourgeoise qui, en ce sens, est la prolétaire de son mari, parce qu'elle est souvent la prostituée. Vous savez, se faire offrir des visons, se faire offrir des bijoux. Vous rejoignez le MLF, là. Martyriser le pauvre garçon qui arrive du bourreau en le traînant au théâtre ou au cinéma, où le pauvre épuisé va s'endormir à la 27e image, cela n'est pas vrai. Au contraire, c'est dans le peuple, c'est dans le prolétariat qu'il y a souvent la plus belle égalité et qu'il y a souvent la plus magnifique solidarité. Jean, que vous êtes marié? Non. Pourquoi? Parce que c'est un problème personnel auquel je ne répondrai pas, parce que je n'ai pas l'habitude de mettre mes entrailles sur les tables, et j'estime que j'ai une vie personnelle qui ne regarde non, mais que moi. Ça n'est pas être l'ennemi des femmes. Pas du tout. Ça me concerne, ça me regarde. C'est ma seule ambition. Et j'ai tellement horreur quand j'entends parfois à la radio, à la télévision, des gens se débrailler, déboutonner leur gilet et dire voilà, et étaler leur vie privée, les raisons de leur vie privée. Je déplore trop ça pour m'y livrer moi-même. Y a-t-il chez vous, Jacqueline de Romilly et Nicole de Hautecloque, un sentiment de supériorité parce que vous êtes les premières dans votre catégorie? Si Mme de Romilly me permet de prendre la parole la première, je voudrais tout d'abord donner mon propre point de vue. C'est la seule chose, je crois, qui vous intéresse aujourd'hui de ma vie politique, lorsque j'ai été élu président du Conseil de Paris. Parce qu'être élu conseiller de Paris, être élu député, étaient déjà des choses familières à certaines femmes et à la population en général. Mais jusqu'à cette date-là, en effet, on avait toujours estimé que les femmes pouvaient accéder à quantité de postes, fût-ce à des postes gouvernementaux, mais on ne les voyait pas à la présidence de cette Assemblée. Il y a eu plusieurs vice-présidences accordées à des femmes. Je crois que j'ai été 3 ou 4 fois vice-président autrefois du Conseil de Paris. Mais ça, c'était un événement. Et au contraire de vous, madame, moi, j'ai pensé que je rendais service pour l'avenir. D'abord, j'ai une satisfaction personnelle. Oui. Ça serait très vilain de ne pas le dire. J'ai même été très, très heureuse. Mais je pensais que je rendais service pour l'avenir, car j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres femmes conseillers municipaux, que comme le président Giscard d'Estaing le disait ce matin, je crois, au cours de son entretien, c'était par excellence le poste politique auxquels les femmes pouvaient prétendre par leur qualité, pour la disposition de leur vie familiale, et que plus tard, il y aura peut-être plus de 7 ou 8 femmes dans cette assemblée parisienne, et que si une femme qui en représente les qualités qu'on juge utiles est candidate, et que son groupe ou ceux qui aident ce groupe à en faire le président, il n'y aura plus cette espèce de barrière qui disait ben oui, elle est formidable, mais c'est une femme. Alors je crois que j'ai rendu là le service aux femmes. Vous pensez qu'on le dira encore longtemps? C'est une femme. Je ne sais pas, mais je crois que... est-ce que vous me donnez encore la parole une seconde? Je peux vous raconter une anecdote que je trouve très charmante. Le soir même de mon élection, il devait être 11h du soir, je trouve dans le vestibule de mon appartement une lettre écrite à la main par le président de la République, M. Georges Pompidou, qui me l'avait fait apporter par un garde. Et en 2 pages, il me disait combien il était heureux que l'on m'ait donné ce poste. D'abord parce qu'il avait de l'affection pour moi, il voulait bien me le dire, mais parce qu'enfin on reconnaissait qu'une femme pouvait l'occuper. Je crois que c'est important. Et le lendemain, qui était un mardi, était traditionnellement le jour où le président du Sénat offrait sa réception annuelle au corps diplomatique et aux 2 assemblées. Je suis arrivée en tant que président depuis quelques heures seulement. On m'a fait entrer dans le salon où se trouvaient les personnalités, mais je ne savais pas du tout qui s'y trouvait. J'étais tout à fait nouvelle dans ce rôle.
Et le premier qui était là à l'entrée était le président de la République, il m'a pris dans ses bras et puis j'ai crié « Oh, c'est un pote bien protocolaire, mais elle m'a fait trop plaisir et je l'embrasse ». J'ajouterais que tout le gouvernement m'a embrassé ensuite. Mais je crois que ça a été une bonne chose pour les femmes, mais dans le bon sens du mot. Parce que si vraiment... Elles se sont reconnues. J'écoute Janco avec... je le comprends sur des tas de points, et puis je ne le comprends pas sur l'espèce de petite irritation qu'il manifeste, parce que je crois que nous ne la méritons pas. Je vous me laisse le MLF à part, et ça doit être si évident que pendant 28 ans, bientôt de vie politique, jamais une de ces dames ne m'a demandé un rendez-vous ni venu me voir. On doit très bien sentir Vous qui devez est... être un traître, madame, pour elle. Sans doute. Qu'appelez-vous un traître? Quelqu'un qui aime bien les hommes quand C'est même. ça, qui est notre complice. Mais voyez-vous, je crois que c'est très important quand même. Si, vous savez, je suis pas en général très... Je suis bavarde, c'est vrai. Mais en fait, en général, je ne parle pas plus de temps qu'on ne me donne le temps de parole. Mais puisque nous sommes ici dans une condition très particulière, et que peut-être beaucoup de femmes nous écoutent, qu'elles comprennent bien que si elles jouent leur rôle dans la vie, que ce soit en politique ou ailleurs, mais à part entière, sans demander qu'on les traite différemment parce qu'elles sont des femmes, sans demander qu'on fasse une partie de leur travail parce qu'elles sont des femmes et que tout le monde le sait, les femmes ont une double tâche presque toujours. Autrement dit, si elles se conduisent, je dis toujours comme des copains, mais j'aime bien cette expression parce que je crois que c'est celle qui relate le mieux, en tout cas pour ma part, les relations que j'ai avec tous mes camarades masculins. Eh bien, non seulement ils vous considèrent, en effet, comme un citoyen Copain, complet. c'est un mot d'homme. Hein. Moi, j'aime bien ce mot. Oui. Mais Vous l'admettez, ce mot, Jacqueline Romilly? en plus Je de ça, l'admets pleinement. vous ne les agacez plus. Il y a quand même une chose dans la différence. C'est lorsque, par exemple, un homme a 1000 conquêtes, on dit c'est un Don Juan. Si une femme a 1000 conquêtes, on dit c'est une dévergondée. On a tort. Oui. Ah. Oui et non, parce que tout de même... Non, je voudrais ajouter une anecdote sur le MLF. C'est que je connais des femmes MLF qui vont assister au meeting du MLF où elles vont défendre leur autonomie, s'élever contre la dictature des hommes, proclamer la liberté des femmes. Et que font-elles? Eh bien, figurez-vous que j'en connais qui abandonnent leurs enfants à la pauvre bonne espagnole ou portugaise qui les garde et dont on ne pense pas qu'elle aussi est une femme et que peut-être elle aurait besoin d'être libérée. Il y a des excès là-dedans. Mais parfois, les maris gardent aussi les enfants. Oui, bien sûr. Non, pour ce que vous disiez là de... Oui, Jacqueline Romilly veut dire un mot. Non, Je vous en prie, madame. Non, je voulais dire parce que c'est l'évocation de la bonne espagnole qui m'inspire ça. À mon avis, c'est pas l'accès à telle ou telle fonction qui est important, c'est l'éducation. Et je pense que la chose importante, c'est que les femmes puissent recevoir une éducation qui soit vraiment et complètement la même que celle des hommes. Personnellement, j'ai jamais eu l'impression d'avoir des barrières à franchir ou à renverser parce que j'ai eu la chance d'être à un moment où la formation dans un domaine où la formation des femmes était la même. C'est quand même une façon de devenir plus complet, plus soi-même, plus riche. Et c'est ça peut-être la différence. Oui, c'est-à-dire que le MLF est un fanatisme. Elles me font penser à un mot de Mauriac qui disait il défend tellement les enfants que pour aller à un meeting où on défendrait l'enfance, il n'hésiterait pas, s'il était en retard, à écraser une école maternelle en promenade. C'est souvent ça, c'est un fanatisme, le MLF. Vous vouliez ajouter un mot sur le Don Juan? Oui, vous savez quand même, il y a des... Comment vous dire? Oui, il est vrai que quand un homme a des conquêtes, on l'appelle un Don Juan, et que quand une femme devient sauf roi et des multitudes d'hommes, on dit qu'elle est une dévergondée. C'est un peu moins vrai. Je m'excuse de vous couper la parole, c'est moins vrai. Les Don Juan, ça n'existe pas, madame. Est-ce que ça n'est pas... Ça existe, les Don Juan, ça c'est le problème. Est-ce que ça n'est pas un hommage que l'on rend à une femme en estimant qu'elle est peut-être plus précieuse que nous, que son corps est plus précieux, dans la mesure où toutes les femmes sont d'une certaine façon nos sœurs et d'une certaine façon nos mères. Elles portent la vie, vous comprenez? Mais j'ai l'impression que vous tombez assez mal dans les invitations que vous avez faites pour répondre à Janco, parce que je ne crois pas qu'aucune de nous deux soit prête à revendiquer le droit d'être des dévergondés, même en le présentant sous un vocable plus flatteur. Vous aggravez l'accusation de trahison qui va vous tomber sur la tête à la sortie de ce studio. Oh, j'y suis toute prête, si on craint les accusations. Et puis ça n'est pas un affrontement en plus, hein, c'est une discussion. Mais moi je suis comme un poisson dans l'eau avec Madame de Romilly et Madame de Hautecloque. Eh Ça bien, ne moi m'arrive pas aussi, toujours, je vous le dis madame. tout de suite. Sauf que je trouve que frétille. vous êtes un petit peu cynique
Et que vous manquez de cette espèce de... Oui, dans la vie, il faut toujours avoir de l'espérance et de la foi. Et vous semblez avoir été douloureusement touché par quelque chose. Non, pas du tout. Par le MLF. Le MLF, c'est ce que j'allais dire, par le MLF. Non, je plaisante, il ne m'a pas touché, il m'a raté. Cette blessure est encore mal cicatrisée. Alors, Madame de Romilly, il faut qu'à nous deux, nous fassions cette cicatrisation. C'est ce que je disais tout à l'heure, que quand on est à un poste comme femme, on a beaucoup de responsabilités, puisqu'il faut en même temps montrer qu'on peut toujours montrer qu'on peut être une femme sans tomber dans ses excès, mais ça, je considère que c'est le premier devoir. Mais je dois dire que j'ai aucun mal à me tenir dans cette limite, personnellement. Et je ne sais pas, mais les gens que je vois, c'est pour ça que je pense que il faudrait couper complètement entre le fait d'avoir accès aux professions et l'espèce de déformation dans les rapports humains qui pourrait en être la conséquence, mais n'en est pas nécessairement la conséquence. Vous parliez tout à l'heure des femmes américaines. Eh bien, il se trouve que dans mon domaine, en tout cas, il y a beaucoup moins de femmes dans les universités en Amérique que, par exemple, en France. Donc, l'espèce d'importance sociale que nous évoquions n'est pas nécessairement, c'est pas le même aspect de la question des femmes. Je vous lis, Jean-Co, vous dites « J'ai toujours raison quand je parle des femmes ». Alors ça, c'est être véritablement sûr de soi. Catégorique. Mais c'est seulement dans ce cas-là. Non, en général. Ah voilà. En général, j'adhère à c'est la question que je me pose. Non, en général, j'adhère à ce que je dis d'une manière si passionnée que je vais jusqu'à l'excès de mon affirmation. Mais il y a une chose, voyez-vous, que je voudrais dire, c'est que tout de même les femmes sont différentes des hommes en ceci qu'elles ont quelque chose de commun. C'est vrai qu'il y a chez toutes les femmes quelque chose de commun. C'est une race, les femmes. Elles se voient, elles se regardent, elles s'appréhendent comme ça. Et les hommes, pas. Et qu'est-ce qu'elles ont de commun? C'est probablement la maternité. Et il n'y a pas une femme qui n'ait pas la possibilité d'être féconde et de fabriquer ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la vie absolue. Nous, on fait des livres, on fait des statues, on fait des symphonies depuis des centaines de milliers d'années, des milliers d'années. C'est vrai que les femmes ont cette possibilité du chef-d'œuvre total. Et ça leur est commun. Et je suppose qu'il n'y a pas de femme qui ne se sente pas une complicité et une ressemblance avec une autre femme. Alors que je dois dire que les hommes, oui, nous sommes séparés. Moi, par exemple, je n'ai rien de commun avec Jean-Jacques Sarma-Schreiber, si vous voulez. Un certain plan, ou avec certains hommes politiques, ou avec certains collègues journalistes, ou écrivains, etc., etc. Les hommes, nous sommes séparés. Tandis que les femmes, le fait qu'elles puissent être mères un jour, fait qu'il y a un dénominateur commun. Ils sont également peut-être les mots qui font les habitudes, parce qu'on dit toujours l'homme est coq et la femme est poule. Ah, je l'ai lu, je vous ai lu, je le lis partout. Mais c'est tout à fait vrai. Et en 75, nous en sommes encore là. C'est triste. Une de vos causes. Pourquoi c'est triste? Mettre les enfants au monde, c'est triste. Ah non, c'est pas pondre des œufs, c'est triste, c'est délicieux. Les poules, c'est ravissant. Et les coqs sont très souvent Il faut alors prolonger la phrase et s'expliquer. Oui, mais je crois que lorsqu'on dit les choses, on ne les dit pas de cette manière. Oui, il y a des mâles et des femelles. L'homme est conquérant. J'ai l'impression que vous exagérez un tout petit peu cette entente fondamentale entre les femmes. Personnellement, je ne la ressens pas tout à fait de cette façon-là. Je pense que les femmes ont plus de gentillesse que les hommes. C'est ça mon expérience à moi. Mais cette gentillesse s'étend aussi aux hommes. Nous n'avons pas été habitués à autant de luttes, Et alors, il y a, je pense, quelque chose qui pourrait être utilisé. Enfin, nous sommes plutôt gentils, vous savez. Eh bien, moi, je trouve que les hommes, nous sommes plutôt gentils. Nous sommes plutôt braves. Nous sommes plutôt bons. Les petits garçons, c'est bon. Prenez les petits garçons, prenez la graine. Et c'est là, souvent, en auscultant la graine, qu'on voit ce que seront les fruits. Une classe de petits garçons, comme c'est gentil, comme c'est brave, comme c'est franc, comme c'est naïf, comme c'est bon. Les petites filles, non? Mais non, c'est rusé, c'est souvent perfide, c'est souvent coquet. C'est déjà armé pour séduire. Et ça, c'est vraiment l'instinct. Aucune éducation n'y peut rien. Ça, c'est votre excès d'amour pour les femmes qui vous fait dire ça. Non, je trouve que les petites filles sont infiniment souvent plus redoutables que les petits garçons. Le petit garçon est très naïf. Et vous savez, beaucoup de femmes, tenez, dans la vie professionnelle, qui travaillent avec des hommes, sont tout à fait enchantées. Alors que si elles ont des supérieures qui sont féminines,
Mais vous savez, moi, j'ai travaillé dans des journaux où il y avait des sections femelles, des sections femmes. Eh ben, j'aime autant vous dire qu'il y avait des tensions, des jalousies, des haines. Ça allait de la robe, ça allait au type qu'on essayait de se siffler, ça allait... non, je dois leur rappeler le souvenir de l'entretien que j'avais eu ici. Je recevais Jean Brisset-Saint-Macary, qui est un notaire, qui est un nain. Et il me disait, je suis souvent dans la rue, agressé, encore aujourd'hui, en 75. S'il sort le soir, on le bat, et il le racontait, et ce sont les petites filles qui sont les plus dangereuses. C'est lui qui le disait. Alors, est-ce vrai ou est-ce... En tout cas, il me semble que vous regrettiez tout à l'heure qu'il se dresse un mur entre les hommes et les femmes, mais en ce moment, c'est vous qui le construisez. Démolissons-le ensemble. Oui, mais vous êtes quand même de parti pris dès le départ, Jean-Co, parce que vous dites, je suis de mon sexe comme on est d'une race. Or déjà, être d'une race, c'est dangereux. Professeur Ruffier dit que la race, c'est un non-sens. Pas du tout. Pourquoi? Il y a des différences, il y a des races, et je ne vois pas pourquoi on poserait tout en termes d'hostilité. Au contraire, c'est en étant l'utilité est le plus universel, et le plus universel. C'est en étant le plus différent qu'on peut le plus enrichir l'autre. Si Cervantes est un des plus grands écrivains du monde, c'est parce que d'abord il est espagnol, c'est Shakespeare parce qu'il est anglais, Beethoven parce qu'il est d'abord allemand. Si vous voulez donner quelque chose aux autres, il faut d'abord que vous le possédiez. Si vous voulez éviter la banalité, l'arasement, la ressemblance, si vous voulez que notre humanité ne ressemble pas à une espèce de torrent de galets roulé par les fleuves de l'histoire, il faut que nous soyons différents. C'est un étang unique que vous rendrez l'autre unique. Ça n'est pas un étang. À toute force sont semblables. C'est en l'enrichissant. Et justement, si vous dites je suis différent et je vous pose comme différent, nous avons quelque chose à nous donner. Sinon, nous n'avons rien à nous donner. Prenez par exemple l'art contemporain, depuis qu'il a cessé d'être national, depuis qu'il a cessé d'être singulier, depuis qu'on fait de la peinture au Japon, comme on en fait en Californie, comme on en fait en Suède, etc. Mais c'est d'un ennui mortel. Et nous ne nous enrichissons pas. Et quand nous voulons vraiment nous apprendre quelque chose ou apprendre à nous aimer, c'est à travers nos différences. Jacqueline de Romilly, êtes-vous de votre sexe comme on est d'une race, pour poursuivre la conversation qu'avait Jean-Claude? Eh bien, je me le demande depuis maintenant. Comme je disais, je n'en ai jamais eu le sentiment, mais je n'ai pas non plus du tout eu le sentiment d'être un homme. Alors là, vous m'enfermez dans un dilemme extrêmement pénible. J'ai le sentiment d'être différente et d'être à ma place parmi des hommes qui sont différents et avec lesquels je suis en rapport d'amitié, de compétition ou d'entraide. Alors, je ne sais pas s'il faut... Il ne faut pas violer la nature, vous savez, elle se venge. Mais quand qui on la me viole dit Je veux dire, c'est pas le fait d'avoir une profession non, ou de pouvoir l'exercer ou de pouvoir être à traitement égal. Non, je ne parle pas non plus de moi, encore que... Je ne parle pas de vous et de vos propos qui m'enchantent, mais je dis que lorsqu'on essaie de gommer les différences, elles reviennent au galop, comme le fameux naturel. Par exemple, j'ai un argument massu à opposer aux féministes qui me disent que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Ben, ça n'est pas vrai. C'est que quand vous avez un rapport homosexuel qui se crée, et vous en connaissez comme moi des couples homosexuels, automatiquement ils recréent le couple originel. Il y a l'homme et la femme. Et il y a un homme et il y a une femme. Êtes-vous d'accord? Voyez-vous. Je manque d'expérience sur ce point précis, mais je suis entièrement d'accord qu'il n'y a pas lieu que les femmes, parce qu'elles travaillent, cessent d'être des femmes. Mais alors, je pense que les ennemis contre lesquels vous luttez en disant ça sont extrêmement... précis et limité en nombre. Bruyants, ils occupent les tours d'angle, les bons créneaux. Seulement, alors, c'est un très grand danger de confondre ce qui est un petit groupe exagérant ou déformant les choses et de risquer que d'autres femmes dans leur profession en soient victimes de votre réaction. Mais il y a quand même un grand terrain d'entente entre les deux sexes, et ce terrain d'entente, c'est l'amour. Bien sûr, mais vous voyez le silence que vous créez avec cette déclaration. Un silence d'approbation et un silence de respect. Parce que quand même, Jean-Claude, vous vous êtes donné pour tâche au cours de cet entretien de créer une situation. Moi, depuis presque 40 ans que je travaille au milieu des hommes, je n'ai jamais ressenti une virgule de ce que vous nous avez décrit aujourd'hui. Oui, mais lorsque vous êtes arrivé, Nicole de Hautecloque, ce matin, dans cette journée
consacré aux femmes, n'avez-vous pas l'impression qu'il fallait se poser la question? Vous étiez là toutes, vous étiez toutes des premières dans les professions. Nous avions été invités, était courtois de répondre. Non, mais c'est une très belle journée. C'est intéressant d'y venir. Non, mais enfin, cela vous a obligé à poser des questions, peut-être. Ou à vous poser des questions. Vous avez toujours travaillé avec des hommes et vous estimiez que c'était normal. Aujourd'hui, on vous fait comprendre que vous êtes des exceptions. Je pense que Mme de Romilly, de son côté, en a eu le devoir et l'occasion. Moi, je l'ai eu pour la raison qu'il y a 3 ou 4 ans, j'ai été chargée par le groupe politique auquel j'appartiens de préparer une étude sur la situation des femmes dans la société moderne. Cela m'a amené un travail assez considérable d'environ 3 mois pour faire les liaisons nécessaires, avoir les rencontres qui s'imposaient, lire les textes que je ne connaissais pas, essayer d'en faire un condensé d'environ 3/4 d'heure, 1 heure à la tribune. Ça m'a permis de connaître la situation de la femme dans le travail, car j'ai séparé en 3 mon propos, plus exactement. Je suis obligé de reconnaître qu'il y a une injustice actuelle, qui est encore bien loin d'être guérie, entre la situation d'une femme et celle d'un homme, avec cette formule qui est devenue maintenant un leitmotiv, à qualité égale, salaire égal. Il est très rare que ce soit vrai. L'honnêteté m'oblige à reconnaître. Tout ce matin, j'entendais attaquer le patron qui se trouvait avoir une employée féminine qui ne payait pas aussi cher que l'employé masculin qui n'avait pas plus de qualité qu'elle. Mais il faut reconnaître que les charges sociales sont lourdes et qu'une femme, à cause de cette qualité merveilleuse, qui est la plus belle que la nature nous ait donnée de mettre des enfants au monde, est en effet très lourde pour le patron. C'est la seule véritable explication. Parce que si vous rencontrez des directeurs d'industrie, si vous rencontrez des patrons, ils sont presque toujours, et là je ne voudrais pas vous chagriner, monsieur Co, ils sont presque toujours plus satisfaits des services rendus par la femme, qui par nature est consciencieuse, peut-être par autodéfense, parce que justement elle est coupable d'absentéisme, ou pour toute autre raison, une femme est très consciencieuse. Pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, je ne veux pas revenir longuement dessus, qu'on est plus exigeant pour une femme que pour un homme. Ça, c'est un fait. Bon. Et puis alors ensuite, vous avez le rôle de la femme dans la vie de famille, et nous revenons sur cette qualité admirable qui en fait une épouse, une mère de famille. Et c'est vraiment le plus beau rôle dans la vie. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, vous avez 5 millions, presque 6 millions de femmes de plus que d'hommes. Il faut bien donner à ces 5 ou 6 millions de femmes qui n'ont pas d'hommes une qualité de vie, c'est-à-dire, je veux dire, une manière de vivre qui les rende relativement heureuses, qui les occupe, et puis tout le monde sait que quand on a un métier que l'on aime bien, on ressent déjà une sorte de joie. On rentre peut-être à la maison tout seul. Et puis il y avait enfin, je m'excuse de vous en prie, la femme dans la vie politique. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça aussi c'est un problème, la femme dans la vie politique. Mais la femme y entre dans la vie politique. Mais si l'on regarde les rangs de l'Assemblée nationale, alors je voudrais vous donner l'explication parce que personne ne l'a donné aujourd'hui. J'étais surprise. Veulent-elles voilà aujourd'hui une réunion intéressante, une réunion qui a quand même été fouillée, je dois dire, dans les questions posées et dans la qualité des gens que vous nous avez fait entendre ce matin. Mais personne n'a su vous dire ceci, sauf, je crois, le président de la République pourtant, mais enfin je n'en suis pas très sûre, mais il me semble bien que je l'ai entendu. Sous la 4e République, la loi électorale était le régime proportionnel. C'était aussi après la libération. Vous aviez de bonnes têtes de liste et vous mettiez derrière 14, 15, 16, 17 personnes suivant les... C'était pas des circonscriptions en ce moment-là, c'était le secteur, je crois. Alors vous pouviez mettre 2, 3 femmes sur chaque liste qui, elles, ma foi, avaient une locomotive et puis pouvaient se lancer avec leur qualité. Les femmes ne peuvent pas être des locomotives. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il est plus difficile aujourd'hui, où la loi nous oblige à être seul en face de l'adversaire, à occuper seul le front sur une circonscription. Ça nécessite ou bien des qualités d'habitude politique, nous sommes plusieurs femmes à avoir cette habitude, donc on n'est pas traumatisé, mais ça peut impliquer une espèce de timidité à la femme elle-même qui serait éventuellement candidate, parce que c'est un métier, vous savez un peu de faire une campagne électorale, c'est pas jouer au bridge. Et peut-être aussi que les états-majors politiques sont hésitants dans certaines occasions quand le sort d'un siège se joue.
de le confier à un homme, parce qu'il y a encore cette tradition qu'un homme le remportera plus vraisemblablement qu'une femme, et c'est là où je me porte en faux. Pour le reste, je suis sûre d'avoir dit la vérité. Vous savez, mon téléphone et un auditeur est d'accord avec Jean Caux. C'est un auditeur qui a travaillé seul avec 90 femmes. Là, le problème est renversé. Et il dit que c'est très difficile. Que c'est vraiment très difficile. Seul en face de 90 femmes. La question s'est posée souvent aussi. Une femme seule en face de 90 hommes. Adorée, sans doute, seule en face de 90 hommes, non? Oui, mais vous, on en revient alors à tout ce que vous dites. Une jolie femme, par exemple, ne peut pas être féministe. Et vous partez sur les romancières. Les romancières de talent sont peu nombreuses. C'est toujours de l'antiféminisme. Pourquoi mettrons-nous... Mais il faut mettre la supériorité, il faut mettre les infériorités là où elles sont. Par exemple, on dit les femmes ne font pas assez de politique. Et Marguerite Yourcenar. Pourquoi n'aurait-on pas le droit au désintérêt à notre époque? Pourquoi faut-il automatiquement que tout le monde s'intéresse à tout? Et si ça n'intéresse pas, par exemple, les femmes de ne pas faire de politique, pourquoi n'en feraient-elles pas? D'autre part, moi, si j'étais femme... les femmes ont le droit d'en faire. Bien sûr. Elles ne le veulent peut-être pas. Mais d'autre part, si j'étais femme, je me méfierais d'une certaine courtisanerie qui est en train de leur faire la politique parce qu'elles sont électrices. Et il y a souvent dans l'approche de certains hommes vis-à-vis des femmes vraiment une courtisanerie. On se dit on va rafler des votes, tout simplement. Il y a là de la démagogie, il y a là, on se dit elles représentent tant d'électrices, faisons des ronds de jambes, faisons-leur des appels du pied, et par ici la bonne soupe, elles voteront pour nous. Vous comprenez, ça n'est pas très digne. Comme dit l'autre, Timéo Danaos et Dona Ferrantes, je crains les Troyens, même lorsqu'ils nous apportent des dons. Et je crois que dans la conduite de certains hommes, ce calcul sournois n'est pas tout à fait absent de leur pensée. Regardez, y compris de certains hommes qui sont placés au plus haut poste de l'État. Regardez, hier, il y avait élection à l'Académie française, vous me direz, personne n'est passé. Mais il y avait 2 femmes. Parlons de Louise Weiss. Alors, on veut nous ôter tous les endroits où nous nous amusions. L'Académie française, le Jockey Club, le rugby. Mon Dieu, on s'amuse tellement avec nos chapeaux, nos plumes, nos épées. Laissons-nous vraiment, dans notre cours de récréation, qu'est Conti, donner des coups de sabre au dictionnaire français. En fait, Jean-Claude, vous avez très peur, parce que dans ma misogynie, il y avait... vous dédiez le livre à Alain Delon avec cette phrase « Pour Alain Delon, et tant qu'il y aura des hommes ». Réciproque, et tant qu'il y aura des femmes, Dieu soit loué, qui pourront aller à la rencontre les uns des autres. Je donnerais tous les ouvrages de dames pour une tragédie de Racine, dites-vous aussi. Vous ne laissez même pas aux femmes la liberté. Vous avez dit ça quelque part. Racine, mais Racine parle si merveilleusement des femmes qu'il serait dommage vraiment de ne pas le mettre au pinacle. Eh bien, vous feriez mieux d'aider les pauvres femmes universitaires qui le défendent avec tant de peine. Vous savez, dans cette défense de ce que vous dites chérir, les femmes se donnent beaucoup de mal maintenant, et je ne sais pas si leur aide n'est pas sur ce point presque indispensable. Voulez-vous être les égales des hommes? Les femmes? Ça, c'est toujours la question qui est posée. Surtout, étant donné tout ce qui vient d'être dit, je pense que nous refuserons l'une et l'autre de répondre au nom des femmes. Oui, mais c'est subjectif, c'est votre sentiment personnel. Moi, je n'envisage pas ça du tout comme une chose agréable, sauf que c'est comme ça. Mais je ne sais même pas. J'aurais peut-être pu préférer autre chose. Non, je crois qu'on élève encore plus les murs, là. Oui. On dresse encore des barrières. Bien sûr, parce que le seul fait d'être égal, ça veut dire que les hommes sont sur un pinacle où les femmes, à coups de piolet, sont obligées de monter, ce qui n'est pas le cas. Et le MLF, évidemment, veut créer une autre égalité. Elle veut être les égales de ceux qu'elles ont préalablement dégradés et avilis. C'est-à-dire, c'est une espèce d'égalité par le bas. C'est l'égalité du maître qui va créer un esclave. Nous ne serons jamais tous des rois. Esclave plutôt qui va créer un autre esclave à sa semblance, à sa ressemblance, et alors on vivra vraiment dans un drôle de monde. Vous êtes entendu sur toutes ces questions, Madame de Romilly, Madame de Haute-Cloque, vous pensez... Moi, je ne vois pas le danger aussi grand qu'il est décrit là, c'est la seule différence. Il y a l'Amérique, vous savez, il y a l'Amérique qui est... D'abord, vous avez employé le mot danger. Oui, et puis il y a l'Amérique qui est quand même... La description était vraiment accablante. Un miroir de ce qui... Je pense, comme il a été dit ce matin, que nous n'en sommes pas tout à fait là, loin de là. Mais souhaitons que l'Atlantique reste un rempart entre les Américains et nous, parce que la femme américaine,
justement, est en train de creuser la fosse dans laquelle elle Mais s'enfonce avec désespoir et en brandissant les pays où existe une égalité pratique, je dis bien pratique, c'est-à-dire dans les professions, etc., entre l'homme et la femme, sont autres. Mais on a dit longtemps que les hommes étaient les maîtres du monde et on est resté dans cette confusion, dans cette ambiguïté. Et les femmes étaient les maîtres des hommes. Écoutez, moi je voudrais Tout ça, terminer très ma bien. vie professionnelle, en tout cas, comme je l'ai commencé, c'est-à-dire en ayant ce sentiment de naturel, enfin j'ai jamais eu à me forcer pour vivre au milieu d'eux. Je ne sais pas quand je mettrai fin à cette vie qui est la mienne, mais en tout cas j'en garderai un souvenir formidable sur tous les plans, mais également sur le plan qui nous préoccupe maintenant, c'est-à-dire que je me serais fait un nombre d'amitiés masculines considérables, et une amitié faite d'estime, de confiance, et d'où surtout aura été complètement écartée toute demande d'attention particulière, Toute revendication. parce que j'étais faite autrement. Et s'il fallait revendiquer quelque chose, quelle serait cette revendication, Jacqueline de Romilly? Je ne suis pas particulièrement qualifiée pour formuler des revendications, puisque j'ai bien laissé entendre que ce n'était pas l'esprit dans lequel je vivais et dans lequel j'avais vécu. Je crois qu'il est souhaitable que des femmes puissent se développer, apprendre des métiers, et je ne crois pas que le risque de les voir se transformer en espèce de garçons manqués faisant la loi au monde soit très immédiate. En tous les cas, je pense qu'il serait temps de s'en alarmer. Personnellement, j'en serais consternée, mais j'ai plutôt l'impression que toutes les femmes qui travaillent, c'était assez sensible en les écoutant ce matin, aurait plutôt une tendance à la docilité. Vous seriez, vous les hommes, en train de nous faire un monde merveilleux où il n'y aurait qu'à se laisser vivre, mais j'accepterais avec jubilation. L'ennui, c'est que c'est pas Eh oui. tout à fait le cas. Les hommes conquérants ont manqué leur conquête. Je ne sais pas s'ils l'ont manqué, mais enfin, elle est un tout petit peu boiteuse, la conquête. Alors c'est pour ça que nous essayons de pousser un petit peu aussi pour aider. Enfin, Jacqueline de Romilly, vous êtes la première professeure au Collège de France. Y en aura-t-il une seconde? Oh, certainement. Je ne sais pas quand ni qui, mais il y a un peu Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas qui. Et vous, Nicole de Hautecloque, vous avez été la première présidente du Conseil municipal de Paris. Quand y aura-t-il une deuxième présidente du Conseil municipal de Paris? Quand il y aura davantage de femmes membres du Conseil de Paris. Donc les femmes ont démissionné au départ en En étant n'étant pas suffisamment nombreuses, en effet, au moment des élections, au Conseil municipal, qui encore une fois les concerne d'une façon parfaitement sensible et directe. Alors on va écouter Jean Caux pour ce dernier élément de notre entretien. Jean Caux, vous sentez-vous supérieur? Moi, je suis une femme, figurez-vous. Je suis une femme, telle que vous me voyez, parce que j'ai le sentiment de la fécondité et que je viens d'écrire un livre où j'ai fabriqué une quinzaine d'enfants que je viens de mettre au monde et qui sont en train de trotter sous la couverture rouge et blanche de la NRF. Alors vous voyez. Et dont nous parlerons très bientôt Une d'ailleurs. quinzaine d'enfants me sont tombés des entrailles, du cœur, j'espère, et très peu de la tête. Et comme je vous le dis, je suis une femme. Merci Jacqueline de Romilly, je le rappelle, premier professeur au Collège de France. Merci Nicole de Hautecloque, premier président du Conseil municipal de Paris. Merci Jean Caux. Madame Jean-Claude. Madame Jean Caux, pardonnez-moi. Je rappelle nos prochains rendez-vous. Lundi, un dominicain, le père Carbonel. On l'appelle aussi l'anti-Brockberger. Et nous parlerons de la foi, de la croyance et bien évidemment de la religion. Mardi, un journaliste, Fernand Gigon. Il sera question cette fois-ci de la pollution industrielle au Japon. Mercredi, Maurice Herzog. Jeudi, la cantatrice Germaine Lubin, wagnérienne, qui fut l'épouse de Paul Géraldi. Et vendredi, Jacques Elmira, un très jeune écrivain qui a beaucoup de talent. À lundi, bonsoir. France Inter, bientôt 18h dans quelques secondes.